Bonjour mes chères histo-curieuses et mes histo-curieux et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Contrôle H. Aujourd'hui on va plonger dans une période qui nous fait rêver, qui brille dans les manuels scolaires et dans les musées, mais aussi dans les films et les séries bien sûr. Une période où l'art explose, où les idées circulent rapidement et à grande échelle, et où les villes italiennes deviennent le centre du monde. Ce sont presque des exemples à copier. On pense immédiatement aux fresques de Michel-Ange, aux peintures de Raphaël et de Botticelli, ou encore aux inventions géniales et presque avant-gardistes de Léonard de Vinci. On pense aux dômes de Florence, aux canaux de Venise qui brillent sous les rayons du soleil, ou encore aux parlers italiens gorgés de sculptures parfaites et de tableaux emplis de lumière et de splendeur. On imagine des ateliers bouillonnants, des érudits penchés sur des manuscrits antiques et des mécènes puissants qui financent des chefs-d'œuvre intemporels et splendides. Bref, pour nous la Renaissance, c'est le retour de la gloire et de la grandeur de l'Antiquité, ainsi que le triomphe de la beauté et la naissance de l'individu que l'on peut qualifier de moderne. C'est un âge d'or où tout semble commencer, mais surtout recommencer. Mais derrière cette image séduisante, presque cinématographique, il y a une question qui nous dérange un peu. Est-ce que la Renaissance est vraiment cette rupture lumineuse qu'on nous décrit depuis des générations ? Est-ce que les artistes de la Renaissance sont des génies isolés surgis du néant ou les produits d'un contexte social, politique et économique très précis ? Et quand on parle de l'humanisme qui met l'homme au centre du monde, de quel homme parle-t-on exactement ? Toutes ces questions sont assez pertinentes car le récit quasi mythique de la Renaissance, celui d'une Europe qui se réveille et invente la modernité, il a lui-même une histoire. Il a été construit, amplifié et idéalisé, notamment par des historiens au XIXe siècle, qui cherchaient à donner à l'Europe une origine brillante et fondatrice. Déconstruire la Renaissance, ce n'est pas pour autant la diminuer, c'est au contraire la comprendre dans toute sa complexité, dans ses continuités avec le Moyen-Âge, comme dans ses tensions internes et ses contradictions. Ainsi, on va essayer de voir qu'entre génie artistique et stratégie du pouvoir, entre humanisme et domination, mais entre rupture et continuité avant tout, la Renaissance apparaît moins comme un miracle que comme une transformation progressive. Cette transformation, elle est certes assez spectaculaire, mais elle est profondément ancrée dans son temps. Alors, préparez-vous à remonter au XVe siècle au temps des artistes italiens, les amis, car nous allons explorer aujourd'hui l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire. La Renaissance, des artistes et des idées qui changent tout, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Contrôle H. Tout d'abord, la Renaissance en elle-même, on nous l'a souvent présentée comme le grand saut. La sortie de 1000 ans d'obscurité vers un âge d'or où l'homme retrouve enfin la raison, la beauté et la lumière après la longue nuit médiévale. C'est un peu le cliché qu'on a pourtant essayé de démontrer dans le premier épisode qui s'opère. L'idée que le Moyen-Âge c'est les ténèbres et qu'à côté la Renaissance c'est la lumière éclatante. On nous a vendu l'idée que tout change d'un coup, que l'Europe se réveille soudainement et que bam, l'individu moderne apparaît sur la scène historique. Lumineux, autonome, génial, l'homme de la Renaissance a toutes les qualités positives que vous pouvez imaginer. Mais si on prend un peu de recul, cette image est beaucoup plus construite qu'on ne le pense. Déjà, le terme de Renaissance à proprement dit, il n'existait pas à l'époque, ou du moins pas dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Le terme contemporain de Renaissance, il n'apparaît seulement qu'au XIXe siècle, c'est-à-dire 4 siècles avant le début de la Renaissance, entre guillemets, sous la plume d'historiens comme Jacob Burckhardt ou Jules Michelet, qui construisent un récit très clair de la période. L'idée d'un Moyen-Âge sombre et d'une Renaissance radieuse et libératrice, où l'homme se retrouve enfin au centre du monde. Et quand on lit Jacob Burckhardt, on comprend vite que ce qu'il met en avant, c'est moins une réalité brute que sa propre vision d'une Europe moderne qui cherche à se raconter une origine glorieuse. Jules Michelet, lui, il accentue sur l'idée d'un progrès linéaire, d'une marche continue vers la liberté et la raison, en oubliant souvent que les continuités qui existent entre le Moyen-Âge et ce qu'on appellera plus tard la Renaissance, elles existent quand même. Alors, avant de tomber dans le piège de la rupture brutale, il faut garder à l'esprit que beaucoup de ce que nous considérons comme des innovations renaissantes existent déjà depuis le XIVe siècle, et parfois même avant. Les universités,
qui fonctionnent, les théologiens qui développent des pensées complexes, les techniques agricoles et militaires qui évoluent, l'architecture gothique qui atteint des sommets de sophistication et de virtuosité sans précédent. Bref, l'Europe médiévale n'est pas cette époque où la pensée est figée. Et comme on nous l'a décrit dans les manuels, je reviens pas là-dessus, on l'a déjà évoqué. La Renaissance, par ailleurs, elle ne surgit donc pas ex nihilo, elle ne s'inscrit que dans un continuum temporel. Et ce continuum temporel, il est souvent oublié, parce que le récit romantique et nationaliste du 19e siècle, dont Burckhardt et Michelet font partie, a tellement marqué notre imaginaire collectif qu'on a tendance à oublier la longue gestation de ces idées et pratiques. Si on creuse un peu plus loin, on se rend compte que la véritable rupture de la Renaissance, ce n'est pas la naissance de l'art ou de la pensée en elle-même, mais c'est la rupture dans la manière dont ces innovations sont valorisées, mises en scène et racontées surtout. L'Italie du XVe siècle et du XVIe siècle par exemple, et en particulier les villes comme Florence ou Venise, deviennent un terrain où se joue la construction de l'individu comme acteur social visible et reconnu. Il ne suffit pas d'avoir des idées ou de créer des œuvres, encore faut-il qu'elles soient vues, discutées, admirées et inscrites dans un réseau de pouvoir et de prestige. En gros, il faut faire de la com, quoi. L'émergence des figures comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une inspiration divine subite, c'est le résultat d'un contexte particulier, le contexte d'une société où la richesse, le mécénat et le prestige politique se mêlent très étroitement. Prenons un exemple avec les Médicis à Florence. Ils ne financent pas les artistes par amour désintéressé de la beauté. Ils créent une image de puissance et de sophistication. Ils structurent un marché de la culture qui servira autant leur prestige que celui des artistes eux-mêmes. C'est dans cette dynamique que la Renaissance devient visible, spectaculaire et qu'elle attire notre imagination contemporaine. On admire les chefs-d'œuvre, mais on oublie souvent les stratégies politiques, les réseaux familiaux et financiers qui permettent à ces œuvres de voir le jour et de devenir célèbres. Autrement dit, la Renaissance n'a pas seulement été un élan artistique ou intellectuel, c'est aussi une construction sociale et culturelle avant tout. Le génie existe, mais il est amplifié, médiatisé et inscrit dans des structures de pouvoir très concrètes. Un autre point important à intégrer est le fait que la rupture qui est censée représenter la Renaissance, elle n'est pas universelle. La Renaissance italienne est particulièrement visible, spectaculaire, mais elle reste avant tout l'apanage de certaines villes, de certaines familles et de certaines élites. La plupart des populations européennes continuent leur quotidien avec des préoccupations bien concrètes. Produire, survivre, pratiquer leur foi, gérer les conflits locaux. La Renaissance, ce n'est donc pas le monde entier qui change. C'est un monde particulier qui se transforme et qui est ensuite romancé et étendu dans notre imaginaire collectif, comme s'il s'agissait d'un bouleversement universel. Pour faire simple, la Chine du XVe siècle s'en fiche un peu que l'Italie traverse la Renaissance. Et dans cette Renaissance, les grandes figures, les œuvres célèbres et les idées qui nous fascinent aujourd'hui ne sont que la partie émergée de cet iceberg historique. Derrière ces figures, il y a tout un tissu de continuité, de traditions, d'institutions et de pratiques qui perdurent, qui se recombinent et qui font que la rupture est moins un miracle qu'une réorganisation progressive et visible d'un monde déjà riche et complexe, le monde de l'Italie du XVe siècle. Enfin, pour installer la suite de notre épisode, il est utile de garder à l'esprit cette idée majeure. La Renaissance, ce n'est pas seulement ce qu'on voit sur les tableaux, dans les chapelles ou dans les palais. C'est surtout une transformation de la manière dont l'Europe se perçoit et se raconte. L'individu au centre, la liberté de penser, la célébration du génie. Tout cela existe bel et bien, mais il s'inscrit dans un cadre très particulier, un cadre social, politique et culturel. Et c'est cette construction, ce récit qui fait que la Renaissance nous fascine encore aujourd'hui. Comprendre cela, c'est poser les bases pour les parties suivantes. Comment cet art et cette pensée vont être mis en valeur, transformés, médiatisés et finalement instrumentalisés par ceux qui ont le pouvoir de les montrer au monde. Ensuite, quand on évoque la Renaissance, on a forcément les noms de grands artistes qui surgissent dans nos têtes immédiatement. Je vous connais, petits coquins, je sais que vous êtes comme ça, vous aussi. Vous pensez forcément à Léonard de Vinci, à Michel-Ange, à Raphaël, ou peut-être à Botticelli, même si le dernier, j'en suis peut-être pas sûr pour tout le monde.
Bref, ce sont des figures dont le talent semble sortir de nulle part, presque miraculeusement, pour révolutionner l'art et notre manière de voir le monde. On imagine ces génies comme des artistes solitaires, enfermés dans leurs ateliers du matin au soir, découvrant seuls les secrets de la perspective, de l'anatomie ou de la lumière, tout en produisant des chefs-d'œuvre qui vont rester dans la postérité quand même. C'est ce récit un peu idyllique et romantique qui domine encore aujourd'hui, on va pas se le cacher. L'artiste est encore une figure visionnaire et quasi divine qui est là pour changer nos mentalités. Mais si on prend un peu de recul, cette image idyllique, elle s'effrite un peu, c'est un peu un colosse au pied d'argile. Ces artistes ne vivent pas dans un vide social et économique, et leur génie n'existe pas indépendamment du monde qui les entoure. Pour créer et surtout pour que leurs œuvres soient reconnues, il faut que les artistes soient intégrés dans un réseau solide de mécènes, de protecteurs et de commanditaires, souvent parmi les familles les plus puissantes de leur temps, de sorte à ce qu'ils puissent avoir des commandes, qu'ils soient protégés et qu'ils soient mis en avant. Que ce soit Florence, Venise, Rome ou Milan, ce ne sont pas seulement des centres économiques et politiques, ce ne sont pas que des cités-États, ce sont aussi des laboratoires culturels où richesse et prestige se traduisent par des commandes politiques et artistiques. Michel-Ange, il ne va pas sculpter le David par pur élan créatif en se disant tiens j'ai envie. C'est avant tout une commande politique et symbolique, un message de puissance et de sophistication pour ceux qui l'ont commandé, c'est-à-dire la famille des Médicis. Léonard de Vinci n'est pas qu'un inventeur inspiré, il documente méthodiquement ses observations, rédige des carnets, expérimente, collabore avec d'autres artisans et ingénieurs, tout en s'inscrivant dans un réseau où ses talents peuvent être vus et valorisés. C'est comme ça qu'il va notamment finir sa vie à la cour de France. Mais réduire l'artiste à un produit de mécénat serait injuste et très réducteur. La Renaissance transforme profondément le statut social de l'artiste. Pour la première fois dans l'histoire, celui-ci peut revendiquer sa singularité, son identité et sa créativité. Les œuvres sont signées, les portraits de soi se multiplient et les carnets et lettres montrent une conscience nouvelle de l'individualité de l'artiste. Le peintre ou le sculpteur devient un acteur social reconnu, avec sa place dans le monde, et non plus un simple artisan anonyme exécutant les ordres de son maître ou de son atelier. Cette mutation est spectaculaire, car elle définit la manière dont l'art est produit, perçu et diffusé. L'œuvre devient un vecteur de prestige pour le mécène, mais aussi un témoignage durable de la personnalité de l'artiste, de sa capacité à combiner innovation, maîtrise technique et originalité. C'est un peu son testament de sa maîtrise technique. Parallèlement, les innovations techniques et esthétiques sont rarement des ruptures absolues. La perspective, par exemple, elle est perfectionnée au XVe siècle, mais ses premières expérimentations existent déjà dans le gothique tardif. L'étude du corps humain et de l'anatomie, la maîtrise de la lumière, le réalisme des paysages et des personnages, tout cela est le résultat d'un travail progressif et collectif, qui s'inscrit dans des traditions anciennes et des pratiques partagées. Notre fameux Léonard de Vinci, symbole du génie solitaire, n'est pas seulement un créateur inspiré. C'est aussi un technicien, un observateur, un ingénieur et un expérimentateur, qui s'inscrit dans un réseau de savoir, de techniques et d'influence. S'il a fait ces inventions tellement géniales, tellement avant-gardistes, c'est avant tout en observant la nature autour de lui. Sa fameuse invention de l'avion est inspirée directement des ailes d'oiseaux. Le génie artistique, tel que nous le percevons aujourd'hui, est donc à la fois individuel et profondément dépendant d'un contexte social, technique et culturel. La Renaissance introduit aussi une nouvelle culture de la notoriété et du regard des autres. Les œuvres d'art ne sont plus seulement des objets, elles deviennent des instruments de prestige et des marqueurs de position sociale. La compétition entre cités-États, entre familles et entre mécènes stimule la créativité, mais crée également une hiérarchie de visibilité entre les artistes. Certains d'entre eux deviennent célèbres parce qu'ils travaillent pour les familles les plus influentes, alors que d'autres restent dans l'ombre, malgré un talent qui pourrait être comparable. L'art se transforme en un jeu complexe de réseaux, de reconnaissance et de pouvoir. On peut illustrer cette dynamique avec Raphaël, appelé à Rome par le pape Jules II. Son rôle dépasse la simple création artistique. Il organise des ateliers, supervise la production, conseille sur l'aménagement des espaces et participe activement à la diffusion d'un idéal esthétique et politique voulu par le pape.
De même, Botticelli à Florence ne se contente pas de peindre. Il participe à des cercles intellectuels, produit des œuvres religieuses et profanes commandées pour glorifier la ville et ses élites, et voit son art encadré par des choix de prestige et de représentation. L'art rené n'est pas seulement une question de talent inné, il est socialement médiatisé et historiquement conditionné. Enfin, il est essentiel de rappeler que cette valorisation du génie est sélective et partielle. Les artistes célèbres représentent la partie infime de la réalité des artistes. Derrière eux, une multitude de talents et de pratiques disparaissent, faute d'accès aux mêmes ressources ou au même réseau de mécènes, de protecteurs et de commanditaires. La Renaissance n'est pas un miracle soudain, mais le résultat d'une combinaison complexe d'un talent individuel, d'innovation technique et de soutien social et stratégique. Comprendre cela, c'est apprécier pleinement l'extraordinaire créativité de l'époque, tout en saisissant les structures concrètes qui permettent à ce génie de devenir durable et visible, et ce, durant toute l'éternité. Enfin, quand on évoque la Renaissance, l'image qui surgit aussi immédiatement que la pensée des artistes dans notre imagination est celle d'un monde où l'homme occupe enfin sa place au centre du cosmos. Il est libre de penser, curieux, capable de remettre en question l'ordre établi et de comprendre le monde dans toute sa complexité. Il est enfin libre. C'est ce cliché assez séduisant que l'on retrouve dans tous les manuels et qui a traversé presque tous les siècles depuis le XVe. C'est l'idée d'un individu éclairé, autonome, rationnel, émancipé de la tutelle religieuse ou politique, en quête de savoir et de beauté. Mais derrière cette image se cache une réalité beaucoup plus nuancée, et parfois même contradictoire. La Renaissance, telle qu'on la raconte, est autant un récit intellectuel et symbolique qu'une réalité concrète et socialement circonscrite. Commençons par poser le cadre et les bases de ce que l'on appelle l'humanisme. L'humanisme, c'est un mouvement intellectuel qui traverse l'Europe à partir du XVe siècle et qui repose sur la redécouverte des textes antiques, sur l'étude des langues classiques et sur la valorisation de l'éducation, de la culture et de l'esprit critique. Des figures comme Erasme aux Pays-Bas, comme Thomas More en Angleterre, ou encore comme Poggio Bracciolini en Italie, incarnent cet idéal humaniste. Ils prônent la connaissance, la réflexion, la lecture des auteurs antiques et une vision morale et politique inspirée par ces textes. Mais il est crucial de comprendre que cet humanisme, il n'est pas universel. Il concerne avant tout les élites lettrées, vous l'aurez deviné, les hommes, les chrétiens européens et souvent issus de milieux urbains ou liés à des cours princières accèdent aux pensées humanistes, pas tellement les autres. La majorité des populations rurales, paysannes ou ouvrières, n'a pas accès à ces textes et continuent donc à vivre avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire les principes hérités du Moyen-Âge, centrés sur la religion, le travail et les coutumes locales. L'idée que l'homme est au centre du monde désigne donc un idéal très sélectif qui ne reflète ni les réalités sociales, ni l'expérience de la majorité. Pourtant, limiter l'humanisme à cette élite seulement serait très réducteur. La véritable nouveauté de la Renaissance, c'est l'élargissement du regard et la transformation des outils intellectuels. Les humanistes ne se contentent pas de copier les textes antiques. Ils les analysent au passage, ils les commentent, les traduisent et les confrontent à l'expérience contemporaine. Ils développent une pensée critique, mettent en question certaines pratiques religieuses ou politiques et réfléchissent à des modèles de société justes, inspirés de l'Antiquité. Notre bon Erasme, par exemple, critique les abus de l'Église tout en restant profondément attaché à la foi chrétienne. Et Thomas More imagine, dans l'Utopie, une société idéale qui interroge les structures politiques existantes. Cette capacité à réfléchir des humanistes, mais aussi à comparer et questionner, représente une révolution intellectuelle progressive en soi. Mais cette révolution, elle est très encadrée. Les idées doivent circuler à l'intérieur des réseaux sociaux, universitaires et politiques qui sont très précis et ne s'adressent pas à la masse des populations, encore une fois. L'humanisme, il se développe aussi dans un contexte de mécénat et de pouvoir, encore. Les humanistes dépendent souvent de l'appui des familles influentes, de princes ou de papes pour diffuser leurs écrits et protéger leurs travaux. Un peu comme les artistes, en fait. Les textes critiques ou philosophiques sont publiés avec extrême prudence, adaptés à leur public et parfois censurés pour ne pas heurter les puissants.
Erasme, par exemple, bénéficie du soutien de plusieurs cours et académies, mais il doit également naviguer avec précaution pour éviter de s'attirer l'hostilité des autorités religieuses. Thomas More écrit l'Utopie sous la surveillance attentive d'Henri VIII et de sa cour, et ses propositions restent un exercice intellectuel symbolique plus qu'une réforme concrète. La liberté de penser existe, mais elle est toujours encadrée et limitée par le contexte social et politique. Un autre aspect fascinant est la tension entre l'humanisme et l'expansion européenne. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le XVe siècle, et pendant que l'humanisme se développe, on a aussi les premières expéditions qui commencent à se développer, ce qu'on appelle faussement les grandes découvertes. Les voyages de Christophe Colomb, de Vasco de Gama ou d'Americo Vespucci illustrent parfaitement ce paradoxe. La Renaissance valorise l'ouverture intellectuelle, la curiosité et l'étude du monde, mais elle coexiste avec une logique de conquête, de domination et d'exploitation des hommes, des Amérindiens en l'occurrence, puis des esclaves africains. Les populations rencontrées dans le Nouveau Monde sont souvent subordonnées ou exploitées, tandis que les Européens infiment leur supériorité technique et morale. L'homme au centre du monde n'est pas alors tous les hommes, mais l'homme européen, placé dans une position dominante et capable de redessiner le monde selon ses intérêts, un peu à sa guise. L'élargissement des horizons intellectuels s'accompagne donc d'une hiérarchisation globale, qui restera durablement problématique. Il faut donc compliquer un peu le tableau, en disant que l'humanisme évolue selon les contextes. En effet, le mouvement il évolue en fonction des crises religieuses, politiques ou économiques qui influencent la diffusion des idées. Les humanismes adaptent leurs pensées pour survivre et continuer à transmettre leur héritage intellectuel. Certains textes sont traduits, adaptés, mais aussi censurés, pour s'adresser à différents publics. Et cette flexibilité montre que l'humanisme n'est pas un mouvement homogène ou absolu. Il est toujours en tension entre ouverture et restriction, curiosité et contrôle, mais aussi idéal et réalité. Enfin, cette révolution de l'esprit a des conséquences durables sur la manière dont l'Europe se perçoit. Elle prépare l'affirmation de la science, la réflexion politique et la critique des institutions. Elle élargit les horizons intellectuels, mais elle établit aussi des hiérarchies, définit des centres et des périphéries et contribue à la construction d'un monde où l'Europe se place comme référence culturelle et politique. La célébration de l'homme et de la raison est bien réelle, mais elle est bien sûr sélective et contextualisée. Comprendre cela permet de dépasser le cliché de l'homme universel au centre du monde et d'appréhender la Renaissance comme une période complexe, où la liberté intellectuelle et structure de pouvoir se croisent, se renforcent et se contredisent. En somme, la Renaissance combine innovation, ouverture et limitation. Elle célèbre la connaissance et la curiosité pour certains, mais elle reste encadrée, hiérarchisée et souvent inégalitaire. Cette vision sélective éclaire non seulement les dynamiques de pouvoir et de prestige de l'époque, mais elle explique aussi pourquoi la Renaissance fascine encore aujourd'hui. Ce n'est pas une libération universelle, mais une réorganisation de l'édit et des idées, une réinvention de la place de l'homme dans l'histoire et dans le monde, une combinaison subtile de progrès intellectuels et de contraintes sociales, économiques et géopolitiques, ce qui rend cette période fascinante et paradoxale à la fois. Alors finalement, que retenir après notre petite escapade au cœur de la Renaissance ? Et bah pas tant une chronologie précise, ni une galerie d'œuvres à admirer, mais plutôt ce que cette période nous révèle sur la construction de l'histoire et des idées. La Renaissance, elle est fascinante. Elle brille dans nos imaginaires comme un âge d'or de la créativité, du savoir et de l'émancipation de l'individu. Et pourtant, derrière ce lustre se cache une réalité beaucoup plus complexe. Cette lumière est d'abord celle des élites, des puissants, des cités riches et des mécènes capables de rendre visible le génie, pour l'instrumentaliser à leur avantage. L'homme au centre du monde n'est pas une évidence universelle, il est le produit d'un contexte social, politique et culturel très particulier. Les humanistes et les artistes ne changent pas le quotidien de toutes les populations, mais ils transforment profondément la manière dont certaines élites se racontent et se voient dans l'histoire. Cette lecture nous offre donc un double éclairage. D'un côté, le fait que la Renaissance est une période d'innovation réelle, d'audace artistique et intellectuelle, de curiosité pour le monde, mais aussi pour l'homme. Les figures emblématiques que l'on a évoquées sont des symboles de ce potentiel humain, capables de repousser les limites techniques, esthétiques ou philosophiques. Mais de l'autre côté, elle est aussi un récit construit, sélectif et souvent mythifié, qui nous incite à réfléchir sur ce que l'histoire choisit de mettre en avant,
et ce qu'elle oublie ou simplifie, et comment les époques postérieures, comme le 19e siècle, ont façonné le mythe de la Renaissance pour raconter une Europe glorieuse, rationnelle et inventive. Ce contraste nous invite à déconstruire ces clichés. La Renaissance n'est ni un miracle soudain, ni un âge d'or universel, mais une recomposition visible et symbolique d'un monde déjà riche et complexe. Et c'est justement cette nuance qui ouvre une réflexion intéressante pour aujourd'hui. Car la Renaissance n'est pas qu'une période historique, elle est un miroir de nos attentes et de nos représentations contemporaines. Nous continuons à admirer le génie, à célébrer l'innovation et l'individualité, mais en oubliant souvent les structures sociales, économiques et politiques qui rendent ces exploits possibles et visibles. Combien de talents restent invisibles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes réseaux et ressources? Combien de récits historiques ou culturels valorisent certains groupes tout en marginalisant d'autres groupes? En comprenant la Renaissance comme un mouvement à la fois réel et construit, nous apprenons à lire le monde avec davantage de recul, à questionner les images de réussite, de progrès ou de génie et à mesurer l'impact des contextes sociaux sur ce qui devient célèbre ou reconnu. Enfin, cette réflexion nous mène naturellement vers l'avenir et la manière dont l'histoire continue de se raconter. La Renaissance nous montre que l'histoire n'est jamais neutre, qu'elle se construit dans un rapport de force, d'influence et de choix de visibilité. Elle nous invite à penser la transmission des idées, des savoirs et de l'art comme processus collectif et contextuel, et à ne pas réduire la créativité humaine à des exploits individuels isolés. C'est aussi une ouverture vers d'autres périodes et d'autres cultures. Chaque époque possède ses renaissances, ses moments de rupture et de visibilité, mais celles-ci doivent être analysées en tenant compte des contextes sociaux, économiques et symboliques, pour éviter de tomber dans le mythe du saut historique absolu. Alors, au lieu de voir la Renaissance comme un âge d'or universel, pensons-la comme une fenêtre sur la manière dont l'homme, dans certaines conditions, peut repenser le monde et se mettre en scène dans l'histoire. C'est une fenêtre fascinante, sélective et parfois paradoxale, mais qui nous apprend surtout à regarder le génie et la liberté avec un regard critique et conscient de leurs limites et de leurs médiations. Pour finir, la Renaissance, c'est un enseignement autant sur le passé que sur notre manière de le percevoir. Et nous rappelons que la visibilité et la célébrité, qu'elles soient artistiques, intellectuelles ou politiques, sont rarement le fruit du hasard. Elles sont construites, médiatisées et liées à des contextes précis. Et comprendre cela, c'est comprendre que l'histoire est toujours une histoire de perspective et de choix, et que chaque génération doit apprendre à lire ces récits avec un esprit critique. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Contrôle H.